Bonjour et bienvenue au cours sur les chapitres 2 et 4 du manuel d'immunologie. Je suis le docteur Jean-Philippe Drolet, je suis immunologue allergologue pédiatre au CHU de Québec et ça va me faire plaisir de vous guider au travers des chapitres 2 à 4 et puis un peu plus tard dans la session au niveau du chapitre 12. Donc, à ce moment-ci, avant de regarder cette présentation un petit peu plus formelle de la matière, vous devriez avoir lu complètement les chapitres 2 et à 4 et aussi avoir regardé et essayé de solutionner les cas cliniques qui sont inclus au document qui accompagne les chapitres 2 à 4. On ne va pas reviser complètement toute la matière. Alors, je répète que la matière qui est à l'examen, c'est la matière qui est inclue au niveau des objectifs spécifiques qui sont au plan de cours et dans le document accompagnateur. Et donc, les questions d'examen vont porter là-dessus. On va reviser la plus grande partie de cette matière-là dans la présentation qui suit avec les diapos. Et si vous avez des questions concernant l'ensemble des objectifs qui doivent être couverts pour les chapitres 2 à 4, eh bien, il me fera plaisir là, de répondre lors de notre session de révision qui sera virtuelle cette année dans ce contexte agréable de pandémie. Donc, sans plus tarder, avant de débuter notre révision des cas, je vais euh, regarder un petit peu avec vous quelques éléments importants au niveau des différences entre l'immunité innée et adaptative. Alors, comme vous avez déjà lu les chapitres, vous ne serez pas perdu dans ce que je vais vous dire, mais juste pour vous rappeler, d'abord que l'immunité innée et adaptative sont très différentes l'une de l'autre. D'abord, nous appelons immunité innée cette immunité qui est encodée dans notre génome. Donc, on naît avec des récepteurs qui sont encodés dans notre génome et qui sont capables de reconnaître des patterns moléculaires qui ne sont pas propres aux humains, mais qui sont propres aux non-soi, donc potentiellement à des micro-organismes ou à des anomalies qui peuvent se présenter suite à un dommage cellulaire. Donc, dans l'immunité innée, nous avons ces récepteurs-là qui sont encodés dans notre génome, qu'on appelle les Pattern Recognition Receptors, et on est avec la panoplie entière de nos Pattern Recognition Receptors ils ne vont pas changer tout au long de notre vie. Au niveau de la distribution de ces fameux récepteurs-là, elle est non clonale. Donc, sur une cellule qui appartient à l'immunité innée, il peut y avoir plusieurs pattern recognition receptors différents qui reconnaissent des molécules différentes. Et donc, on a une distribution qui n'est pas clonale. Euh, les Pattern Recognition Receptors dans l'immunité innée reconnaissent des structures qui sont étrangères à l'humain, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître des choses, des patterns moléculaires qui ne sont pas présents, qui ne sont pas exprimés par les humains, et c'est comme ça qu'on va reconnaître le non-soi. Dans l'immunité adaptative, maintenant, c'est complètement différent. Donc, la spécificité, elle est toute spécifique à un seul microbe ou à un seul antigène. Donc, on va avoir des récepteurs qui vont reconnaître une molécule qui va être présente seulement sur une seule sorte de pathogène. Par exemple, s'il s'agit du Staphylococcus aureus, ben, ça va être un antigène spécifique au Staphylococcus aureus qui n'est pas présenté ou qui n'est pas exprimé par aucun autre euh, organisme vivant. Ces récepteurs-là, dans l'immunité adaptative, ce sont des récepteurs antigéniques que nous produisons en recombinant des gènes. Donc, ils ne sont pas encodés dans notre génome. Ce qui est plutôt encodé dans notre génome, c'est un ensemble de gènes qui vont servir à fabriquer ces récepteurs-là. C'est-à-dire qu'on a des gènes qui codent pour les récepteurs antigéniques de l'immunité adaptative, mais pour faire les récepteurs, on va devoir faire un processus de recombinaison. Donc, on va devoir
casser tous ces gènes-là, les rabouter ensemble, et ça va faire que les multiples combinaisons possibles vont générer une très très grande diversité de récepteurs antigéniques différents, et c'est ce qui va nous permettre d'être capable de développer une reconnaissance spécifique à un microbe bien particulier, même si on ne l'a jamais rencontré. La distribution des récepteurs dans l'immunité adaptative, elle est clonale, c'est-à-dire que pour un même lymphocyte T ou un même lymphocyte B, il ne va exprimer qu'un seul récepteur antigénique à sa surface, donc un seul dans le sens une seule molécule, mais il va y avoir évidemment plusieurs copies de ce récepteur-là à la surface. Donc, mais la cellule va être spécifique à reconnaître un seul antigène. Il ne pourra pas avoir des récepteurs pour deux antigènes différents sur une même cellule de l'immunité adaptative. Finalement, la discrimination entre le soi et le non-soi est différente un peu. Donc, dans l'immunité adaptative, on ne fait pas simplement reconnaître le non-soi, mais on le reconnaît lorsqu'il est présenté par le soi. Donc, pour reconnaître un antigène par les cellules T, par exemple, il va falloir que cet antigène-là soit présenté au sein de molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, le non-soi devra être présenté dans le contexte du soi pour ce qui est des cellules T. Évidemment, ça va être un élément très important pour empêcher les réactions d'auto-immunité ou les réponses auto-réactives qui peuvent quand même survenir par moment. Donc, nous allons débuter avec le chapitre 2. Alors, pour nous mettre en contexte, nous avons un petit cas. Donc, en préparant l'apéro un vendredi soir de début de session, vous entaillez votre pouce en débouchant une bouteille plutôt poussiéreuse. Quelques microbes pénètrent dans votre peau que vous ne prenez pas soin de bien désinfecter ce soir-là. Dans les jours suivants, votre pouce devient légèrement sensible et inflammé, puis les symptômes rentrent dans l'ordre spontanément et vous avez évité l'infection. Donc, c'est une situation plutôt banale, mais qui nous amène à nous poser plusieurs questions. D'abord, de quelle façon les épithéliums, comme la peau, nous protègent contre les infections? Ensuite, une fois que la barrière cutanée est lésée, quels mécanismes vont endiguer l'invasion par les microbes? Et comment est-ce que ces microbes-là, par la suite, vont être reconnus comme étant étrangers et pathogènes dans le système immunitaire? Comment le système immunitaire inné va pouvoir éliminer rapidement ces bactéries-là? Et qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'être une bactérie, c'est un virus qui est entré? Et finalement, si on a des bactéries qui pénètrent la circulation sanguine, comment est-ce que le système du complément, qui fait partie de l'immunité innée, va pouvoir endiguer l'infection? Alors, nous allons répondre à toutes ces questions-là dans les prochaines diapositives. Tout d'abord, il y a les barrières épithéliales. Donc, le premier rempart contre l'infection, ce sont des barrières physiques contre les micro-organismes. On parle ici de la peau, qui est un organe très, très vaste du corps humain. Nous avons ensuite les épithéliums digestifs et respiratoires. Donc, toute la muqueuse digestive, toute la muqueuse respiratoire et toute la peau constituent là, ce rempart très important. Les épithéliums produisent du mucus et des peptides antibiotiques, donc qui vont conférer une certaine barrière chimique aussi, en plus de la barrière physique. Et les épithéliums au niveau digestif et respiratoire vont aussi avoir des cils. Donc, il va y avoir une certaine fonction ciliaire qui va faire en sorte que le mucus dans lequel certains micro-organismes ou certaines toxines vont rester prises va être éliminé par les cils qui vont pousser les sécrétions au bout du tube digestif ou de l'épithélium respiratoire. Et la fonction ciliaire va être importante pour faire l'évacuation du mucus qui va avoir emprisonné certains éléments infectieux.
Également, au niveau des épithéliums en soi, il y a présence de certaines cellules immunes, notamment des lymphocytes intraépithéliaux et des phagocytes, comme par exemple les macrophages au niveau des alvéoles pulmonaires vont être capables de faire un certain niveau de phagocytose et de défense. Et donc, au sein même de certains épithéliums, il va y avoir des cellules immunes plus spécialisées. Finalement, l'épithélium peut être lésé et le microbe peut pénétrer à l'intérieur de notre corps. Alors, comment on va reconnaître ces microbes-là? D'abord, les pathogènes vont être reconnus par plusieurs cellules, notamment les macrophages, mais aussi les cellules dendritiques. Et il va y avoir phagocytose, s'il s'agit d'une bactérie par exemple, ou ça pourrait être la phagocytose d'une cellule qui a été infectée par un virus. Phagocytose, du micro-organisme et suite à cette phagocytose-là, la cellule phagocytaire va être capable de sécréter des cytokines et des chimiokines. On en profite ici pour introduire le concept de qu'est-ce qu'une cytokine et une chimiokine. Mais en fait, une cytokine, c'est une protéine qui va influencer les cellules environnantes, donc particulièrement les cellules immunes, qui vont posséder les récepteurs appropriés. Donc, c'est une molécule de communication entre cellules, principalement entre les cellules du système immunitaire, mais il y a également des récepteurs pour les cytokines sur plusieurs cellules, les cellules des épithéliums, les cellules endothéliales aussi, par exemple. Les chimiokines, quant à elles, sont des cytokines, mais ce sont des cytokines qui vont spécifiquement viser à stimuler le déplacement des leucocytes vers les sites infectieux à partir du sang. Donc, les chimiokines, c'est les cytokines qui vont vraiment permettre aux globules blancs de migrer de la circulation sanguine vers le foyer d'infection pour aller faire leur action. Toute cette invasion microbienne, la phagocytose qui s'ensuit et la sécrétion de cytokines vont faire partie intégrante du processus d'inflammation que vous avez vu dans le cours de pathologie. Donc, l'inflammation, vous avez vu quelles sont les caractéristiques là, de l'inflammation, mais cette inflammation-là, elle est là justement pour promouvoir la réponse immune. Elle est là pour augmenter cette réponse-là suite à l'infection. Donc, lors de l'inflammation, les vaisseaux sanguins vont être davantage perméables pour permettre aux éléments de sortir des vaisseaux et le flot vasculaire, donc la vascularisation du site infecté, va être augmentée. Il va y avoir évidemment vasodilatation, donc rougeur, chaleur, édème, comme vous l'avez vu, douleur. Et tout ça va permettre qu'il y ait un recrutement de cellules immunes effectrices au site de l'infection, une activation du complément. Tout ça va promouvoir la présentation des antigènes et le déclenchement de l'immunité adaptative éventuellement. Également, l'inflammation va activer le système de la coagulation et va faire en sorte qu'il va y avoir de microthromboses veineuses au site de l'infection qui fait que la propagation de l'infection va être un petit peu endiguée et que ça va forcer les éléments cellulaires ou les produits de l'infection à quitter le site via les lymphatiques. Et c'est comme ça que ces éléments-là vont pouvoir se retrouver dans le réseau lymphatique et passer dans les ganglions pour déclencher une réponse immune secondaire plutôt que de s'en aller se disséminer dans le sang et de causer du tort à l'autre. Donc, c'est un autre mécanisme important qui va être permis par l'inflammation. Donc, vous avez ici une image de ce processus-là, donc des bactéries qui sont phagocytées par des macrophages qui vont relâcher des cytokines et des chemokines, lesquelles vont attirer les globules blancs au site de l'infection. Vous voyez un polymorphonucléaire qui va être attiré vers l'infection.
et qui va venir aider à la phagocytose. Et toute cette inflammation-là va évidemment causer les différentes caractéristiques de l'inflammation, donc la rougeur, la chaleur, l'édème et la douleur. Donc, les pathogènes sont rentrés, il y a une cascade inflammatoire qui a été déclenchée, mais comment est-ce que on a reconnu, comment est-ce que notre macrophage a décidé que ceci est un micro-organisme et c'est le non-soi et je dois le phagocyter. Donc, comment se fait la reconnaissance des pathogènes? Eh bien, comme on l'a introduit plus tôt, les récepteurs des cellules de l'immunité innée, les Pattern Recognition Receptors, reconnaissent des structures moléculaires propres aux microbes. Ce qu'on va appeler des PAMS ou Pathogen Associated Molecular Patterns, ou encore des DAMS, donc des patterns moléculaires propres aux dommages cellulaires. Ce sont des patterns qui ne sont pas spécifiques à un microbe donné, mais qui vont plutôt être spécifiques souvent d'un groupe de microbes ou un ensemble de micro-organismes différents. Par exemple, le Toll-like receptor 4, qui est un Pattern Recognition Receptor, reconnaît le lipopolysaccharide bactérien qui va être présent sur plusieurs types de bactéries différentes. Les Pattern Recognition Receptors, comme on l'a dit, ce sont des récepteurs qui sont encodés dans la lignée germinale, donc sont présents de façon constitutive. Ils ne s'adaptent pas aux pathogènes. Ils n'entraînent pas de mémoire immunologique et ils vont réagir de façon toujours pareille lorsqu'ils vont rencontrer leur ligand. Et donc, la stimulation de ces Pattern Recognition Receptors-là va entraîner la sécrétion d'enzymes, de cytokines et d'autres protéines qui vont favoriser l'inflammation et la phagocytose. La majorité des infections qu'on va rencontrer sur une base plutôt régulière vont être contenues dans le système inné et ne se rendront pas nécessairement à déclencher une réponse adaptative, et ce grâce aux Pattern Recognition Receptors. Vous avez ici différents exemples de Pattern Recognition Receptors qui ne sont pas à tous retenir dans le détail, bien évidemment, mais vous voyez que les différents récepteurs peuvent se situer à des endroits différents de la cellule. Donc, vous avez des Toll-like receptors qui peuvent être présents, par exemple, à la surface de la cellule, mais il y a également des Toll-like receptors qui sont au niveau des endosomes, donc à l'intérieur des endomembranes de la cellule, donc des organelles, qui vont reconnaître d'autres ligands. Il va y avoir des senseurs qui vont être dans le cytoplasme aussi. Donc, on peut avoir là ces Toll-like receptors à plusieurs endroits, ce qui va permettre de reconnaître pas seulement une bactérie, qui va être évidemment extracellulaire à la cellule de l'immunité innée, mais qui peut reconnaître aussi un virus qui serait internalisé, donc qui viendrait infecter la cellule de l'immunité innée ou une autre cellule qui ultimement serait phagocytée. Comment vont-ils fonctionner ces Pattern Recognition Receptors? Bien évidemment, lorsqu'ils vont se lier au PAMP qu'ils reconnaissent, cela va déclencher un certain signal en aval du récepteur et il va y avoir un recrutement de différentes protéines, une signalisation via les protéines kinases et une activation de la transcription de certains gènes au niveau du noyau des gènes qui vont coder pour l'expression de cytokines et de chemokines et qui vont évidemment participer au processus inflammatoire et au processus de recrutement des cellules du système immunitaire au site de l'infection. Maintenant qu'on a expliqué comment la cellule du système inné peut reconnaître le non-soi, et bien maintenant, comment va faire le phagocyte pour justement faire son action de phagocyter le micro-organisme ou la cellule du soi qui aurait été infectée. Donc, les phagocytes professionnels, qui sont les neutrophiles et les macrophages, vont d'abord reconnaître les bactéries à phagocyter par la liaison entre leur Pattern Recognition Receptor et le
Pathogen Associated Molecular Pattern, donc le PAMP, qui va être présent à la surface de la bactérie. Ils peuvent aussi reconnaître le complément, donc il y a des récepteurs pour le complément sur les cellules, sur les phagocytes. Ils peuvent aussi reconnaître le complément qui se serait fixé à la surface des micro-organismes ou encore des anticorps qui recouvriraient la surface bactérienne, donc une bactérie qui aurait été opsonisée par des anticorps déjà présents serait plus facilement reconnue par le phagocyte. Le phagocyte, ensuite, après avoir créé plusieurs sites de liaison avec le micro-organisme par l'intermédiaire de la liaison entre les PARR et les PAMPs, va extendre sa membrane autour du microbe et va venir qu'à l'englober complètement et à l'internaliser pour former ce qu'on appelle un phagosome. Donc, c'est une espèce de vésicule d'endocytose dans laquelle il y a notre micro-organisme, donc il va y avoir une phagocytose et la vésicule interne qui en résulte se nomme le phagosome. Ce phagosome-là, ensuite, à l'intérieur de la cellule, va se fusionner avec un lysosome, qui est un autre organelle qui contient des enzymes. Et ces enzymes-là, dans le phagolysosome, comme par exemple et principalement l'oxydase des leucocytes ou la NADPH oxydase sous son autre nom, ou la NO-synthase dans la nitric oxyde synthase, vont être activés et vont produire des radicaux libres et d'autres substances microbicides qui vont détruire physiquement, qui vont lyser, vont digérer le microbe à l'intérieur du phagolysosome. Alors, vous avez ici la représentation de ça. Donc, vous voyez un phagocyte qui a reconnu une bactérie à l'aide de son récepteur de mannose. Le mannose est un sucre qui est présent à la surface de certaines bactéries. On peut avoir un récepteur pour le mannose. Et ensuite, il va y avoir plusieurs sites de fixation au microbe et internalisation de ce microbe-là dans le phagosome pour ensuite fusionner le phagosome avec le lysosome et créer le phagolysosome dans lequel la NO-synthase et l'oxydase leucocytaire vont être activés et vont produire les substances nécessaires à la destruction du contenu du phagolysosome. L'avant-dernier élément qu'on va regarder, c'est bien sûr comment on va acheminer toutes ces cellules de l'immunité innée vers le site de l'immunité innée et ultimement de l'immunité adaptative, comment on va les acheminer vers le site infectieux. Parce que bien sûr, au moment où le microbe entre, il peut y avoir quelques phagocytes tout près, mais ces phagocytes-là vont avoir besoin de renforts, d'autres phagocytes et d'autres cellules immunes. Eh bien, une fois que les macrophages locaux vont avoir phagocyté un peu, ils vont sécréter des cytokines, notamment le TNF et l'interleukine 1. Et ces molécules vont induire l'expression de molécules d'adhérence sur les cellules de l'endothélium. Donc, l'endothélium, les cellules de l'endothélium vont, sous l'effet de ces cytokines-là, se mettre à exprimer des molécules qui s'appellent les sélectines. Et donc, ces sélectines-là vont se lier de façon faible aux glucides de surface des globules blancs, des leucocytes, et ils vont faire en sorte que les leucocytes qui passent dans le sang vont venir adhérer faiblement aux parois du vaisseau via la liaison entre leurs glucides de surface et les sélectines. Et ceci va induire ce qu'on appelle un roulement leucocytaire. Donc, les globules blancs vont circuler plus lentement dans le vaisseau sanguin et vont rester comme toujours un petit peu collés sur la paroi du vaisseau et vont rouler graduellement sur la paroi du vaisseau. Ensuite de ça, sous l'effet des mêmes cytokines, les leucocytes vont se mettre à exprimer des intégrines.
Donc, ils vont exprimer à leur tour des molécules différentes à leur surface, les intégrines, qui sont des molécules qui vont permettre une liaison ferme aux cellules de l'endothélium. Et les globules blancs qui roulaient sur les rebords des vaisseaux vont arrêter de rouler et vont adhérer fermement aux cellules endothéliales, tellement fermement, avec tellement d'avidité pour l'interaction avec les récepteurs avec les intégrines, qu'ils vont finir par passer entre les cellules de l'endothélium et migrer à travers l'endothélium en fonction du gradient de concentration de ces chimiokines-là. Et c'est ce qu'on appelle la migration ou la diapédèse. Donc, le globule blanc va tellement adhérer aux cellules endothéliales qu'il va venir qu'à passer entre deux cellules et à traverser la paroi du vaisseau. Donc, vous avez le petit schéma ici qui représente ça. Donc, vous avez le leucocyte qui passe et vous avez l'endothélium qui se met sous l'effet des cytokines à exprimer des sélectines. Donc, on voit que les sélectines vont se lier aux glucides membranaires des leucocytes. Donc, ils vont adhérer faiblement à la paroi de l'endothélium et rouler tranquillement. Et en étant proche de l'endothélium, les leucocytes vont devenir soumis justement à l'effet des cytokines qui sont au site infectieux et vont, sous l'effet de ces cytokines-là, exprimer davantage d'intégrines. Et ces intégrines-là vont venir s'accrocher fortement aux cellules à leurs récepteurs sur les cellules de l'endothélium et il va y avoir une adhésion ferme, une adhésion stable du leucocyte qui va finalement faire sa diapédèse et passer entre deux cellules endothéliales pour traverser la paroi du vaisseau. Maintenant qu'on a parlé de la migration des leucocytes, de la phagocytose, de la reconnaissance du non-soi, il va y avoir également, on a parlé beaucoup en fait de bactéries. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un micro-organisme de type bactérien qui nous infecte, mais il va y avoir également des cellules dans le système immunitaire inné qui vont particulièrement s'occuper des infections causées par des virus. Donc, ce sont les cellules NK. Et les cellules NK, en fait, ce sont des lymphocytes innés. Donc, ils n'ont pas de récepteur antigénique spécifique à un microbe comme un lymphocyte B ou un lymphocyte T, mais ce sont quand même des cellules qui ont l'apparence d'un lymphocyte. Et ils ont deux rôles. Ils sont capables de tuer les cellules infectées, donc les cellules du soi mais qui sont infectées, via un appareil cytotoxique qui est identique à celui du lymphocyte T cytotoxique CD8 que l'on pourra détailler un petit peu plus loin dans les chapitres à venir. Donc, ils sont capables de tuer les cellules infectées comme un CD8, mais sans reconnaître la cellule infectée via un récepteur antigénique spécifique comme le lymphocyte T. L'autre utilité de la cellule NK, c'est qu'elle répond à la sécrétion d'interleukine 12 par le macrophage. Donc, le macrophage qui phagocyte un site infectieux va sécréter de l'interleukine 12 et la cellule NK va être sensible à ça et ça va l'activer et la pousser à sécréter l'interféron gamma qui va venir à son tour augmenter l'activation des macrophages. Et donc, la cellule NK et le macrophage, localement, vont travailler comme une boucle d'auto-stimulation et ils vont s'activer l'un l'autre en boucle de façon à amplifier la réponse locale contre le micro-organisme. Donc, c'est le concept de la boucle interféron gamma interleukine 12. Finalement, la cellule NK va avoir une activité cytotoxique. Donc, lorsqu'elle va tuer une cellule infectée, elle va le faire de la même façon qu'un lymphocyte CD8 avec un appareil cytotoxique. Et cette activité cytotoxique-là, au contraire du lymphocyte T, va être activée par des signes indirects et non pas par un antigène spécifique.
Donc, cette activité-là va se manifester lorsqu'il y aura une augmentation des molécules de surface cellulaire qui indiquent le stress cellulaire, donc une cellule du soi qui serait en train de répliquer massivement un virus ou en train de se diviser de façon anarchique dans le cadre d'un cancer, par exemple, pourrait être reconnue comme anormalement active par les cellules NK et être tuée. Également, ces cellules-là qui sont en réplication virale ou néoplasique vont être tellement occupées à synthétiser toutes sortes de choses qu'elles vont présenter une diminution des molécules de CMH de classe 1 à leur surface. Alors ça aussi, ça peut être reconnu par la cellule NK. Et finalement, une cellule du soi qui serait recouverte d'anticorps parce que infectée et exhibant à sa surface euh, des peptides qui proviennent de l'infection. Si elle est recouverte d'anticorps, eh bien, le cellule NK est capable de détecter ces anticorps-là et va être capable là, de s'attaquer et de tuer cette cellule infectée. Et c'est ce qu'on appelle l'ADCC pour Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, donc une cytotoxicité dépendante des anticorps. Et c'est la cellule NK qui est responsable de l'ADCC. Finalement, pour terminer ce chapitre 2, nous devons glisser un mot du complément. Alors, le complément, c'est un ensemble de protéines. Ce ne sont pas des cellules, ce sont seulement des protéines. Et ce sont des protéines qui se retrouvent dans le plasma, donc qui se retrouvent dans notre sang, et qui sont dotées d'activités enzymatiques importantes et qui font en sorte que le complément les protéines du complément vont s'activer les unes les autres selon une séquence préétablie de façon naturelle et spontanée. Donc, c'est un ensemble de protéines dont la première clive la deuxième, qui clive la troisième, etc., et qui s'activent en cascade l'une après l'autre de façon normale et spontanée, à moins qu'elles ne soient inhibées par des protéines régulatrices. Donc, le complément s'active tout seul, sauf s'il est inhibé par des protéines régulatrices. Et ces protéines régulatrices-là sont sur les cellules du soi, donc sur nos cellules à nous. On a des protéines régulatrices du complément qui empêchent que le complément s'active tout le temps. Mais ces protéines-là sont absentes des micro-organismes, ce qui fait que le complément va pouvoir s'activer de façon assez rapide à la surface d'un micro-organisme qui ne présente pas de protéines inhibitrices du complément. Alors, lorsque le complément s'active, il s'active en 3 voies d'activation. Donc, premièrement, il peut s'hydrolyser spontanément au niveau de sa composante C3 à la surface des pathogènes, donc parce qu'il n'y a pas de protéines régulatrices. Et donc, le C3 va spontanément s'hydrolyser et former du C3b, ce qui va déclencher ce qu'on appelle la voie alterne du complément. Il peut aussi y avoir la voie classique, donc c'est lorsque la protéine numéro 1 du complément, donc le C1, va se lier à un complexe antigène-anticorps à la surface d'un microbe. Donc le C1 va se lier à ce complexe antigène-anticorps et va déclencher la voie classique. En fait, la voie alterne est beaucoup plus importante que la voie classique dans la vie de tous les jours, mais elle a été découverte en deuxième, donc on parlait toujours plus de la voie classique qui était déclenchée par les anticorps. Donc, la voie classique qui est quantitativement peut-être un peu moins fréquente que l'utilisation de la voie alterne, mais qui est par contre très puissante et déclenchée finalement par les anticorps. Il va y avoir également la voie des lectines, donc la liaison de la lectine au mannose bactérien qui va entraîner le clivage de C4 et C2 va également être capable de déclencher l'activation du complément. Et c'est une voie qui est peut-être un petit peu moins importante que les deux autres en termes de pathologie. Par contre, toutes ces voies vont converger à C3b pour ensuite former la voie finale commune du complément, donc l'activation graduelle séquentielle de C5 à C9, qui va être capable de former finalement le complexe d'attaque membranaire qui peut lyser un microbe dans le sang. Donc, quels sont les rôles du complément? Donc,
premièrement, le C3b à la surface des microbes, donc la voie alterne, ça va servir d'opsonine. Donc, en plus de déclencher le reste de l'activation du complément, le C3b va servir d'opsonine et il va y avoir des récepteurs pour le complément sur les phagocytes et ça va vraiment venir stimuler le phagocyte à phagocyter la cellule qui aurait du C3b à la surface. Donc, le rôle le plus important du complément en termes quantitatifs, c'est vraiment l'opsonisation des micro-organismes. Maintenant, lorsqu'il va y avoir activation du complément, qu'il va y avoir clivage des protéines C3 et C5, il va y avoir production de C3A et de C5A que l'on nomme anaphylatoxines et qui sont en fait des chimiokines qui vont être extrêmement actives dans le recrutement leucocytaire au site de l'activation du complément. Donc, le déclenchement de la cascade va va générer des chimiokines qui vont permettre finalement de recruter différents types de globules blancs au site infectieux. Finalement, le troisième rôle du complément, celui qui est le plus spectaculaire mais qui est le moins important en termes de quantité, c'est justement lorsque l'activation se rend jusqu'au bout et qu'il y a activation du complément terminal pour former le complexe d'attaque membranaire. Et c'est lorsque les protéines de C5 à C9 vont venir s'activer et s'agglutiner ensemble pour former un trou, pour faire une pore dans une bactérie et entraîner la lyse, donc l'éclatement de la bactérie pour la tuer. Évidemment, le complexe d'attaque membranaire est un mécanisme de défense qui touche plus des infections plus rares qui pourraient survenir lorsqu'il y a des bactéries qui sont carrément en circulation sanguine. Alors le complément pourrait s'agglutiner à la surface jusqu'à former une pore et amener la bactérie à éclater. Mais effectivement, c'est un mécanisme de défense vraiment de dernier ressort parce que c'est plutôt délétère pour l'ensemble de la réponse immune lorsque les bactéries éclatent comme ça en pleine circulation sanguine. Ça génère des toxines qui peuvent être responsables de l'aggravation de l'état clinique d'un patient, par exemple. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le rôle du complément sont tout d'abord l'opsonisation, dans un deuxième temps, le recrutement leucocytaire et de façon plus rare ou plus limitée, la lyse de certains microbes.